Voici une vidéo te présentant le français en seconde. Alors on va commencer par lister les points communs et les différences entre le français en troisième et en seconde. Donc au niveau des points communs, il y a le même volume horaire, 4 heures par semaine avec de l'accompagnement personnalisé. Les objectifs sont les mêmes, c'est-à-dire la constitution d'une culture personnelle et la consolidation des compétences d'expression écrite et orale et des compétences de lecture et d'interprétation. L'étude de la langue a une très grande importance, donc tout ce qui est la grammaire, la conjugaison, le vocabulaire, l'orthographe. Et enfin, la lecture est pratiquée sous diverses formes, des extraits, des œuvres intégrales, des parcours, groupements de textes ou la lecture plaisir. D'ailleurs, au lycée, tu continueras peut-être à travailler sur des prix littéraires, comme par exemple le prix Lyra-Sénart. Ce qui va changer, c'est que tu vas avoir de nouveaux exercices. À l'écrit, le commentaire composé et la dissertation, et à l'oral, l'explication linéaire. Il s'agira aussi d'une nouvelle méthodologie, donc le professeur de français va de moins en moins guider la lecture, l'objectif étant, le jour de l'examen, d'avoir simplement le texte et de savoir faire le commentaire ou la dissertation tout seul. Enfin, l'histoire littéraire et artistique a une importance plus grande, donc il va falloir être vraiment calé sur l'histoire littéraire et artistique plus généralement. Donc davantage de connaissances et de travail en autonomie, il faudra travailler très régulièrement, réaliser des fiches au fur et à mesure, encore plus qu'en troisième puisque la charge de travail va être plus grande. Voici le programme de français en seconde. Donc comme tu peux le voir, tu vas refaire de la poésie, de la littérature d'idées, donc l'argumentation et de la presse, romans et récits, et théâtre. Donc ce sont des choses que tu connais déjà. Tu vas voir qu'il y a un certain nombre d'œuvres à étudier dans l'année, et donc de l'étude de la langue, de la grammaire, de l'orthographe, de la conjugaison, à nouveau. Alors, je te propose un texte afin de travailler dans l'esprit de la seconde. Donc, tu peux le trouver sur Internet, donc c'est un extrait de La promesse de l'aube de Romain Gary, et c'est le début du chapitre 11. J'avais déjà près de 9 ans jusqu'à je n'ai fait que continuer sur ma lancée. Donc tu peux avoir le texte à côté ou l'imprimer pour faire vraiment l'exercice en conditions réelles. Donc je vais te lire le texte et à la fin de la lecture, il faudrait que tu notes tous les commentaires, toutes les choses que tu as remarquées, que tu es capable de dire si tu devais expliquer ce texte. J'avais déjà près de 9 ans lorsque je tombai amoureux pour la première fois. Je fus tout entier aspiré par une passion violente, totale, qui m'empoisonna complètement l'existence et faillit même me coûter la vie. Elle avait 8 ans et elle s'appelait Valentine. Je pourrais la décrire longuement et à perte de souffle, et si j'avais une voix, je ne cesserais de chanter sa beauté et sa douceur. C'était une brune aux yeux clairs, admirablement faite, vêtue d'une robe blanche, et elle tenait une balle à la main. Je l'ai vue apparaître devant moi, dans le dépôt de bois, à l'endroit où commençaient les orties, qui couvraient le sol jusqu'au mur du verger voisin. Je ne puis décrire l'émoi qui s'empara de moi. Tout ce que je sais, c'est que mes jambes devinrent molles et que mon cœur se mit à sauter avec une telle violence que ma vue se troubla. Absolument résolu à la séduire immédiatement et pour toujours, de façon qu'il n'y eut plus jamais de place pour un autre homme dans sa vie, je fis comme ma mère me l'avait dit et, m'appuyant négligemment contre les bûches, je levai les yeux vers la lumière pour la subjuguer. Mais Valentine n'était pas femme à se laisser impressionner. Je restai là, les yeux levés vers le soleil, jusqu'à ce que mon visage ruisselât de larmes. Mais la Cruelle, pendant tout ce temps-là, continua à jouer avec sa balle, sans paraître le moins du monde intéressé. Les yeux me sortaient de la tête, tout devenait feu et flamme autour de moi, mais Valentine ne m'accordait même pas un regard. Complètement décontenancée par cette indifférence, alors que tant de belles dames, dans le salon de ma mère, s'étaient dûment extasiées devant mes yeux bleus, à demi aveugle, et ayant ainsi, du premier coup, épuisé, pour ainsi dire, mes munitions, j'essuyai mes larmes et, capitulant sans condition, je lui tendis les 3 pommes vertes que je venais de voler dans le verger. Elle les accepta et m'annonça comme en passant « Jeannec a mangé pour moi toute sa collection de timbres-poste. » C'est ainsi que mon martyre commença. Au cours des jours qui suivirent, je mangeai pour Valentine plusieurs poignées de vers de terre, un grand nombre de papillons, 1 kilo de cerises avec les noyaux, une souris, et pour finir, je peux dire qu'à 9 ans, c'est-à-dire bien plus jeune que Casanova,
je pris place parmi les plus grands amants de tous les temps, en accomplissant une prouesse amoureuse que personne, à ma connaissance, n'est jamais venu égaler. Je mangeais, pour ma bien-aimée, un soulier en caoutchouc. Ici, je dois ouvrir une parenthèse. Je sais bien que, lorsqu'il s'agit de leurs exploits amoureux, les hommes ne sont que trop portés à la vantardise. À les entendre, leurs prouesses viriles ne connaissent pas de limites, et ils ne vous font grâce d'aucun détail. Je ne demande donc à personne de me croire lorsque j'affirme que, pour ma bien-aimée, je consommais encore un éventail japonais, 10 mètres de fil de coton, 1 kilo de noyaux de cerise. Valentine me mâchait pour ainsi dire la besogne en mangeant la chair et en me tendant les noyaux, et 3 poissons rouges que nous étions allés pêcher dans l'aquarium de son professeur de musique. Dieu sait ce que les femmes m'ont fait avaler dans ma vie, mais je n'ai jamais connu une nature aussi insatiable. C'était une Messaline doublée d'une Théodora de Byzance. Après cette expérience, on peut dire que je connaissais tout de l'amour. Mon éducation était faite. Je n'ai fait, depuis, que continuer sur ma lancée. Donc tu peux mettre la vidéo sur pause et noter tranquillement tout ce que tu es déjà capable de dire, tous les commentaires que tu peux effectuer sur ce texte. On va passer à une sorte de correction. Donc d'abord, face au texte, il faut identifier l'œuvre, l'auteur et la date de publication ou de création, et donc rassembler toutes tes connaissances sur ces points-là. Donc si ce n'est pas un devoir sur table, il faut absolument que tu prennes le temps de vérifier. Donc La promesse de l'aube, si tu ne connaissais pas, eh bien c'est une autobiographie. Donc je t'ai remis la définition, ça va être extrêmement important, ça va être peut-être un angle de lecture possible. Ensuite, Romain Gary, on retient que c'est un romancier, il est assez célèbre, donc il faudra que tu le connaisses pour le bac. Donc il est d'origine russe, il a vécu en Pologne et ensuite en France à partir de 14 ans. Il a participé à la guerre, puis il a été diplomate et il a commencé à écrire en 1945. Il est surtout célèbre pour avoir remporté 2 fois le prix Goncourt, donc une fois sous son pseudo Romain Gary et une autre fois en 1975 sous le pseudo Émile Ajar. Il a aussi une histoire d'amour avec une actrice américaine appelée Jean Seberg assez chaotique. Il l'a rencontrée en 1959, donc au moment où il écrit son autobiographie en 1960, il est en couple avec cette femme. Enfin, le fait qu'il se suicide en 1980 est peut-être un détail anodin, mais peut-être qu'on sera amené à en parler, peut-être que ça éclaire le texte. Et donc en 1960, Romain Gary est âgé de 46 ans. Ce n'est pas un âge extrêmement avancé pour faire un bilan sur sa vie, mais déjà on voit qu'il a un regard beaucoup plus adulte sur son enfance. Alors il n'y a pas de commentaire particulier à faire sur l'année 1960 en littérature, mais c'est important de se renseigner, de savoir un petit peu ce qui se fait à l'époque. Donc quels étaient les écrivains contemporains, donc par exemple Boris Vian, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, et donc la mode du nouveau roman, mais aussi la littérature jeunesse avec par exemple Le Petit Nicolas qui est sorti la même année. Aux États-Unis aussi, ça peut être important de comparer avec d'autres pays. On voit que des auteurs emblématiques comme John Steinbeck ou Ray Bradbury continuent à écrire. Et enfin, un très beau roman, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, a lui aussi été publié en 1960. Ensuite, une fois qu'on a repéré tout ça, on va identifier le genre de texte, son ou ses registres, et donc de quoi il parle, comment il en parle, et pourquoi, dans quel but. Donc on a dit c'est une autobiographie, donc un récit réel et rétrospectif, c'est-à-dire qui regarde en arrière, dans le passé, qui met l'accent sur sa vie privée et tente ainsi d'expliquer la construction de sa personnalité. Ici, on avait le registre comique, mais aussi ironique avec cette distanciation. Et on verra s'il n'y a pas un autre registre un petit peu caché, puisque le thème de la séduction manquée et de la passion amoureuse, je rappelle que passion vient du latin passio, qui veut dire souffrance, au-delà du rire, il peut aussi y avoir la sympathie, la compassion de ce qu'a vécu Romain Gary réellement. Et ensuite, donc au crayon, au stylo, au surligneur, il est important de relever tous les procédés d'écriture que tu as pu reconnaître. Donc ça peut être évidemment les figures de style, mais aussi tout ce qui concerne la construction des phrases, des constructions grammaticales particulières, l'usage de certains temps verbaux, des champs lexicaux, etc.
Et il ne suffit pas simplement de relever les procédés d'écriture, mais surtout de les commenter, c'est-à-dire d'expliquer l'effet produit. Donc pourquoi utiliser plutôt tel temps verbal, pourquoi avoir utilisé telle construction ou telle figure de style, à quoi ça sert. Alors là, évidemment, je ne vais pas avoir le temps de tout faire en détail, mais pour te montrer un petit peu ce que ça pourrait donner. Donc par exemple, on peut relever l'adverbe déjà. J'avais déjà près de 9 ans, qui marque une exagération, alors que avoir 9 ans, c'est pas être particulièrement âgé. Ensuite, dans le texte, on relèvera que la plupart des verbes sont conjugués au passé simple ou à l'imparfait pour les descriptions. Donc jusque-là, c'est normal puisque c'est un récit au passé. Ensuite, on avait une voix passive, je fus tout entier aspiré. Donc il faut absolument commenter cette voix passive qui permet de cibler le fait que le sujet subit l'action. Plus l'expression tout entier augmente justement le fait qu'il est victime de cette passion. Justement, le nom passion a 3 expansions du nom, qui sont toutes péjoratives. On a 2 adjectifs, violente, totale, et une proposition subordonnée relative qui m'empoisonna complètement l'existence, et qui est poursuivie avec une proposition indépendante, et faillit même, à nouveau l'exagération, me coûter la vie. Donc on verra que dans l'ensemble, dans ce texte, on a beaucoup de phrases complexes et pas mal de propositions subordonnées. Donc ce qui montre le regard de l'adulte qui a le temps d'organiser, de réordonner un petit peu ses souvenirs. Donc là, on passe ensuite à une description, donc de l'imparfait. Puis je pourrais la décrire longuement, si j'avais une voix, je ne cesserais de chanter, etc. Donc là, on a un système conditionnel avec le si plus imparfait et le conditionnel présent. Donc si j'avais une belle voix, si je savais bien chanter, je ne cesserais de chanter sa beauté, sa douceur. Donc là, le champ lexical de tout ce qui est positif, donc une description méliorative, admirablement faite à nouveau. Et on peut commenter aussi le verbe apparaître. On a l'impression que c'est une apparition magique, comme un ange, renforcé par la robe blanche, qui viendrait d'apparaître dans cet endroit qui n'est pourtant pas propice à une rencontre amoureuse, le dépôt de bois qui est couvert d'orties. Là, par contre, on va passer au présent d'énonciation. Je ne puis décrire. Donc on voit le regard de l'adulte qui, encore âgé de 46 ans, n'arrive toujours pas à mettre un mot sur l'émotion dont il est victime. Donc on a le champ lexical du sentiment amoureux, l'émoi, séduire, mon cœur, subjuguer. Ensuite, on va retrouver à nouveau des propositions subordonnées avec une telle violence que ma vue se troubla, donc l'expression de la conséquence. L'expression du but, absolument résolue à la séduire immédiatement et pour toujours, avec à nouveau cette exagération. Et ensuite, on va avoir des verbes conjugués à un temps composé, comme ma mère me l'avait dit. Donc du plus que parfait pour montrer qu'auparavant, le petit garçon a été préparé, entre guillemets, par sa maman, qui lui a dit qu'il avait de très beaux yeux et que ce serait donc une arme de séduction et qu'il fallait qu'il l'emploie. Donc c'est ce qu'il tente de faire, donc de montrer à quel point il a de beaux yeux, sauf que Valentine n'était pas femme à se laisser impressionner. On peut commenter le choix du nom femme alors qu'elle n'a que 8 ans. Donc là on voit que ce sont des enfants qui imitent, qui singent des adultes. À nouveau des propositions subordonnées relatives, jusqu'à ce que mon visage ruisselât de larmes. On peut avancer un petit peu, j'ai pas le temps de faire tous les commentaires. Mais à nouveau, on va avoir dans le salon de ma mère, donc tant de belles dames, c'était du Mans extasié, à nouveau du plus que parfait, qui montre la différence entre les adultes qui, elles, apprécient les beaux yeux de Romain Gary et cette petite fille qui est complètement insensible. Ensuite, on va avoir le champ lexical du combat, mes munitions, capitulant, la cruelle, qui va remplacer le champ lexical de la séduction, de l'amour et du sentiment. Ensuite, on va avoir un passage de dialogue, donc des paroles rapportées directement pour qu'on entende la voix de la petite Valentine. Donc une petite phrase a priori anodine, Jeannec a mangé pour moi toute sa collection de timbres de poste, mais qui comprend de l'implicite, sous-entendu, tu as un rival et il va falloir que tu sois à la hauteur si tu veux me conquérir. On peut commenter aussi l'utilisation du nom martyr. Évidemment, si c'est un mot que tu ne connais pas, il faut penser à le vérifier dans le dictionnaire. Et commenter ce choix un petit peu excessif de ce terme. Ensuite, on a une accumulation donc, de choses qui vont être mangées,
Puis on a des comparaisons plus jeunes que Casanova. Là aussi, si tu ne sais pas qui est Casanova, il faut peut-être vérifier. Et une expression au superlatif relatif de supériorité. Les plus grands amants de tous les temps. Donc on est toujours dans l'exagération, dans l'hyperbole pour faire rire. La prouesse amoureuse que personne à ma connaissance n'est jamais venu égaler. À nouveau, on avait deux expansions du nom qui servent à mettre en valeur le nom prouesse. Et le fait que cette prouesse justement est décalée. On attend enfin de savoir ce qu'il a fait et on ne le saura que 3-4 lignes après. Puis on repasse au présent de narration, je dois ouvrir une parenthèse, je sais, etc. Donc le point de vue de l'adulte qui a peur que le lecteur ne croit pas trop à cette histoire et qui insiste sur la véracité des faits. Donc à nouveau une accumulation de choses qui vont être mangées, ainsi qu'un petit jeu de mots, Valentine me mâchait la besogne, donc mâcher le travail de quelqu'un, là c'est au sens propre puisque Valentine est réellement en train de manger les cerises. Et enfin, à la fin de l'énumération, 3 poissons rouges que nous étions allés pêcher dans l'aquarium de son professeur de musique. On a une proposition subordonnée relative qui vient compléter l'antécédent, les 3 poissons rouges, et qui aggrave la bêtise. Donc non seulement il a mangé des poissons rouges, mais en plus qu'il est allé voler à un professeur. On a le champ lexical de la dévoration, du fait de manger, avec avaler au sens propre mais aussi au sens figuré. Et pareil, l'adjectif insatiable, dont la fin n'est jamais satisfaite. Donc à nouveau, ce mot-là, il fallait absolument le vérifier dans le dictionnaire. Puis nous avions une double métaphore, Messaline et Théodora de Byzance. Donc pareil, si tu ne connais pas ces personnages, il faut vérifier. Et tu aurais ainsi appris que Messaline est une impératrice romaine jugée pour immoralité, et Théodora de Byzance, une autre impératrice, mais elle byzantine, qui était assez sévère avec son peuple. Donc on voit que les métaphores pour Valentine ne sont pas très flatteuses. Et à nouveau, on a de l'ironie, on a de l'humour à la fin. On peut dire que je connaissais tout de l'amour. Donc parce qu'il a eu une histoire d'amour étant enfant, le narrateur pense tout connaître maintenant de l'amour. Donc à nouveau, on a une exagération. Et on peut relever que les derniers verbes sont conjugués à des temps composés. Était faite ou je n'ai fait, donc du plus que parfait et du passé composé, pour montrer que maintenant c'est une action qui est accomplie, terminée. Donc ça, si tu as une explication linéaire, ça va suffire. Par contre, si tu as un commentaire composé, il va falloir rassembler tout ce que tu as dit en 3 parties. Et ces 3 parties vont apporter chacune une réponse à la problématique que tu as toi-même créée. Une problématique, c'est une question ciblée sur l'intérêt de ce texte. Donc c'est une question qui va commencer par comment, pourquoi, en quoi, donc par rapport à l'intérêt du texte. Donc une problématique possible pour ce texte, évidemment il y en a d'autres, ça serait comment ce texte éclaire-t-il la vie de Romain Gary ? Et pour les parties, ce que je peux te conseiller, c'est à chaque fois, dans chaque partie, de faire apparaître le genre du texte, le ou les registres, le ou les thèmes, et donc comment on en parle et quel est l'effet sur le lecteur. Donc ça donnerait par exemple, première partie, une autobiographie dans laquelle on montrerait que c'est bien une autobiographie puisqu'on a une situation d'énonciation particulière, donc la première personne, le présent d'énonciation par exemple. Une deuxième sous-partie où on voit que l'accent est mis sur la vie privée, donc un récit d'enfance, plus précisément sur l'amour, et donc tout ce qu'on a relevé, le champ lexical de l'amour, etc. Et en troisième sous-partie, un récit qui est sincère, donc qui s'inscrit dans le pacte autobiographique, où l'auteur affirme que tout ce qui lui est arrivé, enfin tout ce qu'il raconte, lui est réellement arrivé. Deuxième partie, cette autobiographie mélange le comique et le pathétique. Donc là, on peut réutiliser tout ce qu'on a dit pour le registre comique, les exagérations, les hyperboles, les accumulations, qui montrent que ces enfants vont parodier des récits amoureux, mais finalement qui exprime une vraie souffrance qui continue à durer de nos jours. Et enfin, du coup, la troisième partie, cette autobiographie explique, et pour Romain Gary lui-même, s'explique sa personnalité. Donc la distanciation, l'opposition entre le présent d'énonciation et le passé simple, l'imparfait du récit. La catharsis, donc le fait d'essayer de surmonter cette douleur. Et enfin, exposer son projet de vie, de dire que maintenant il sait qu'il souffrira à chaque fois qu'il sera amoureux. Donc si je résume que tu as une étude de texte à faire, que ce soit une explication linéaire ou un commentaire composé, tu dois toujours d'abord lire le texte une première fois, sans rien noter, uniquement en te concentrant sur la bonne compréhension du texte. Puis, noter au brouillon des éléments que tu connais déjà,
sur le genre de l'œuvre, sur l'auteur, sur l'époque. Et à nouveau, j'insiste, si tu n'es pas dans le cas d'une épreuve sur table, n'hésite pas à vérifier avec un dictionnaire ou sur internet ou dans tes cours pour éviter de dire des bêtises. Une fois que tu as tout ça, tu peux lire le texte une deuxième fois et repérer le ou les registres. Et une fois que tu vois un petit peu mieux comment le texte parle de son thème, tu vas pouvoir souligner, surligner, etc. les procédés d'écriture, donc te faire ton propre code. Par exemple, au crayon à papier, je souligne quand c'est de l'imparfait, j'encadre quand c'est du passé simple. À toi d'avoir ton propre code. Donc il faudra absolument que tu sois vigilant sur les figures de style, s'il y a un commentaire à faire sur les temps verbaux, sur la construction grammaticale et des phrases en particulier, et tout ce qui concerne le vocabulaire. Enfin, ne te décourage pas, s'il y a un texte qui résiste un petit peu, il faut le relire plusieurs fois, et plus un texte comme ça semble résistant, et plus c'est qu'on va avoir des choses à dire dessus. Et enfin, si tu as un commentaire composé, il faudra que tu fasses apparaître une problématique, donc une question posée sur l'intérêt de ce texte, et rassembler donc tes éléments en 3 parties, et idéalement chacune en 3 sous-parties. Enfin, la dissertation, je vais en parler rapidement puisque tu as déjà un petit aperçu de cet exercice grâce au sujet de réflexion à la rédaction du brevet. Donc le principe est identique, tu as un sujet sous forme de question et tu dois y répondre en plusieurs parties argumentées. Donc du coup la méthodologie est la même, d'abord il faut analyser le sujet, relever les mots-clés et donc faire émerger la problématique pour éviter d'être hors sujet. Et ensuite réfléchir à tes arguments, donc chacun de tes arguments sera une partie et sera défendu par au moins un exemple littéraire suffisamment justifié, exploité précisément. Donc tu commenceras par une introduction, idéalement démarrant par une accroche, puis tu reformuleras la question du sujet, tu le problématiseras et tu annonceras ton plan. Ensuite on attend 3 parties, donc là aussi au lycée tu apprendras à faire pour chacune des sous-parties, et donc différents arguments avec à chaque fois un exemple littéraire. Et enfin une conclusion qui récapitule ta réflexion et ouvre soit sur une autre problématique, soit sur un autre sujet littéraire. Il existe principalement 2 plans pour la dissertation, soit le plan thématique, soit le plan didactique. Le plan thématique, c'est-à-dire que chaque partie expose un thème, et il n'y a pas forcément d'opposition. On peut mettre le petit 1 à la place du grand 2 et inversement. Donc par exemple, pourquoi lire des œuvres autobiographiques? Chacune des parties répondra à un pourquoi. Alors que le plan didactique va imiter une conversation entre 2 personnes qui défendent chacune une opinion différente. Donc on va avoir comme première partie ce qu'on appelle la thèse, en gros c'est-à-dire oui, on peut penser que. Puis l'antithèse, donc c'est le contraire, mais il y a des limites à cette affirmation. Et enfin la synthèse qui essaye de concilier ces 2 opinions ou alors de trouver un compromis ou une autre problématique. Donc par exemple un sujet du type « l'écriture autobiographique peut-elle tout dire ?» Donc dans une première partie on va répondre que oui, dans une deuxième partie mais néanmoins elle est limitée, et dans une troisième partie, on va ouvrir sur autre chose. C'est justement pour ça que l'autobiographie prend diverses formes. Cette vidéo est terminée. Je te conseille de bien revoir toutes les notions de langue étudiées au collège et de conserver les fiches de lecture réalisées en 3e et même auparavant. Tu peux aussi regarder les vidéos récapitulant les notions de poésie, théâtre et récit étudiées au collège, ainsi que les vidéos consacrées à l'histoire littéraire par siècle. Je te souhaite une excellente continuation au lycée. Merci de ton attention et bon courage!